Bonjour, rebonjour. Nous voici donc sur cette table ronde pour aborder la question du tourisme. Je suis entourée de femmes. Bienvenue mesdames. Marion Oudonneau-Piton, responsable tourisme du Lab Nouvelle-Aquitaine. Maria Gravary-Barbas, qui est professeure à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chaire UNESCO, Culture, Tourisme et Développement. Et enfin, Brigitte Bloch, qui est vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du tourisme, des événements et des équipements métropolitains. Je reprends mon souffle, conseillère municipale, déléguée au tourisme et à l'économie du vin et présidente de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Voilà, c'est bon, le temps est écoulé. Alors, je vous propose qu'on commence peut-être par vous, Marie Gravary-Barbas, et par un état des lieux, peut-être des impacts, en tout cas ou des dégâts du tourisme, avec quelques chiffres de l'ADEME. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour poser un peu quelques chiffres sur la table, quand on parle du tourisme, nous parlons effectivement d'une belle industrie qui est vraiment un secteur clé pour l'économie française. Nous prenons des statistiques de 2019 parce que les statistiques de 2020 et 2021 sont plus complexes. Nous parlons des 90 millions de touristes internationaux en France et nous parlons donc d'un secteur qui compte pour 7,4% du PIB national. Donc effectivement, un secteur qui est tout à fait important, qui est considérable. Et aussi un secteur qui, avant la crise du Covid, était vraiment dans une dynamique de développement, notamment pour le tourisme international. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter avant la Covid. Et là, je donne des chiffres qui sont un peu couvrants, globaux pour le territoire national. Si nous prenons des chiffres sur certains territoires en particulier, qui sont donc des grandes destinations, et là je ne parle pas forcément des resorts, donc des lieux qui ont une monofonctionnalité touristique. Je peux prendre l'exemple de Paris, grande destination touristique, donc là les chiffres sont encore plus importants puisque le tourisme représente 15% donc, des emplois et 13% du PIB de la ville. Mais aussi, et je pense que là on est vraiment dans le vif du sujet, le tourisme représente aussi un secteur qui impacte lourdement sur le plan social et sur le plan environnemental. Très rapidement sur le social, puisque nous avons vécu avant le Covid des mouvements et des tensions extrêmement importantes en France et ailleurs. Les étés 2016-2017 avaient été effectivement marqués par des manifestations contre ce surtourisme, donc contre un phénomène qui était vraiment considéré de la part des populations locales, des acteurs locaux, comme trop excessif. Donc des véritables en fait, manifestations de la part des sociétés locales. Et également des phénomènes qu'on peut qualifier, qu'on qualifie, enfin que la bibliographie qualifie désormais, sinon des touristophobes, certainement des tourismos, enfin pas des tourismos, mais des touristophobes. Donc ce sont effectivement des phénomènes devant lesquels nous ne pouvons pas rester indifférents. On sait également que le tourisme a un impact qui est tout à fait important sur le climat et sur l'environnement. Je prendrai ici des chiffres de l'ADEME qui datent de 2018 et 2019. Et donc, selon ces chiffres-là, le tourisme a produit au niveau donc, du territoire national 118 millions donc, de tonnes de CO2. C'est un chiffre qui est tout à fait important. Si on essaye de le comparer avec des mesures qui sont peut-être plus parlantes pour nous, ceci correspond à l'empreinte carbone annuelle de 11 millions donc, de Français et ceci correspond de façon cumulée aux émissions carbone de 3 régions, Île-de-France, Provence, Alpes d'Azur et Bretagne donc cumulées. Donc nous parlons effectivement des chiffres qui ont un impact aujourd'hui. Donc si on fait une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables, mais si on tente de la faire, donc ces secteurs qui comptent pour 7,4% du PIB français génèrent quand même 11%
de émissions carbone. Donc, effectivement, des chiffres qui sont tout à fait importants. Évidemment, nous parlons ici de façon générale sur le tourisme, et si on détaille les choses, on verra peut-être qu'il y a des activités comme celles que nous menons aujourd'hui, n'est-ce pas, et peut-être plus impactantes que les tourismes d'agrément, puisque pour tout ce qui est tourisme des mobilités d'affaires, on pourrait dire, pour 9% de nuitées, nous avons 17% d'impact. Donc, ce sont effectivement des choses qui doivent également être prises en compte de façon qui est peut-être un peu plus fine aujourd'hui. Également, de façon générale, on voit que les touristes internationaux comptent pour 4 ou 5 fois plus que les touristes nationaux. Nous les comprenons, c'est une évidence, l'avion coûte cher en termes donc d'impact de carbone et ce sont des choses sur lesquelles les collectivités locales et territoriales, et je pense que nous allons parler y compris pour Bordeaux, cherchent à travailler aujourd'hui. Donc il est important que dans ces contextes-là, le tourisme assume finalement sa part dans cette transition écologique, avec l'ensemble des leviers qui ont été présentés pour d'autres secteurs, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui sont tout à fait déclinables et applicables pour le tourisme, que ce soit donc la sobriété, que ce soit l'efficacité énergétique, que ce soit la diminution de l'intensité carbone par unité d'énergie. Et ce qui me semble vraiment important de passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il faut agir de façon conjointe à la fois sur l'offre et sur la demande. Et que l'enjeu est effectivement environnemental, mais l'enjeu est aussi économique concernant le tourisme lui-même, puisque le tourisme fait partie de ces secteurs qui est à la fois, en fait, producteur, en fait, d'un bilan carbone qui est tout à fait important, mais lui-même, il est menacé par cette situation, puisqu'on sait très bien que dans les prochaines années, plusieurs destinations vont disparaître ou vont vivre des moments extrêmement difficiles parce qu'elles seront elles-mêmes en fait affectées, très lourdement affectées par cette situation. Donc on est dans un moment, plusieurs autres intervenants l'ont dit pour d'autres secteurs, qui est crucial. Moi personnellement, en tant que chercheur travaillant sur le tourisme, je pense avoir vécu des moments historiques, à la fois avec tous ces mouvements de overtourisme, de surtourisme des années 17, 18, 19, et avec donc ces phénomènes actuels qui est celui du Covid et de comment on réagit aujourd'hui collectivement par rapport à cette situation. Donc on est dans un tournant, et ces tournants, effectivement, il est important de les prendre véritablement en compte. Alors, et c'est là où effectivement, je me rappelle ces longues journées pendant le closing down, où on était derrière nos ordinateurs, on travaillait sur Zoom, et on s'est posé cette question de façon alors totalement spéculative: comment cessera le tourisme d'après Covid? Et quelque part, il y avait des scénarios qui étaient des scénarios un peu contradictoires. Certains disaient: mais on va changer, le Covid va véritablement fonctionner comme un élément déclencheur de nouvelles façons et de nouvelles approches de faire. Il y avait d'autres qui étaient plus pragmatiques et qui disaient: non, vous allez voir, dès que le tourisme sera là, dès qu'il sera décloisonné, eh bien, ce sera du business as usual. Et effectivement, je pense que j'étais assez partagée à cette époque-là. J'espérais véritablement que pour la première fois, que les contribuables, les États, mettent de l'argent sur la table pour aider donc ce secteur du tourisme, secteur qui de façon générale, on le sait tous, est un secteur très libéral et que de façon globalement, il n'accepte pas très facilement les régulations. Donc là, globalement, on sait qu'il a été très considérablement aidé. Et il a été aidé dans des pays comme la France, mais aussi dans des pays où on ne pense pas très facilement en fait l'intervention du secteur public comme étant la norme, comme les États-Unis. Là aussi, il y a eu, et dans plein d'autres pays, il y a eu des aides tout à fait conséquentes de la part donc des pouvoirs publics, donc des contribuables, pour que ces secteurs qui a été effectivement extrêmement touchés puissent refonctionner. Donc, on avait l'espoir que ces aides allaient être assorties d'un certain nombre de contraintes et d'un certain nombre donc aussi de contreparties de la part des entreprises. C'est là où, effectivement, je pense qu'on a été globalement un peu désillusionnés. Il y a eu très peu de choses. Cette bonne crise, comme on disait, qui peut effectivement permettre de remettre les pendules à l'heure, finalement ne l'a pas permis véritablement. Cela a eu des impacts sur les secteurs des transports. Donc, pour les compagnies aériennes, oui.
l'État a demandé quand même certains retours pour ces aides tout à fait considérables qui ont été consenties donc, aux compagnies. Mais de façon générale, pour les secteurs du tourisme, les choses restent aujourd'hui très modestes, sauf du côté de la demande, où j'ai le sentiment qu'il y a tout de même, au-delà de ces consensus généraux que nous partageons tous, et qui consiste à dire que nous devons faire différemment, j'ai l'impression que du côté du consommateur, les choses commencent à se faire aussi différemment, oui. si ce n'est du côté de l'offre. Ok. Juste, j'avais envie de réagir, peut-être, si vous me permettez. Mais bien sûr. J'avais envie de réagir parce que je pense quand même que cette crise, elle aura eu un effet accélérateur. Accélérateur de prise de conscience, et ce n'est pas négligeable, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui mûrissaient avant, et du coup, on avance beaucoup plus vite sur un certain nombre de points. Vous parliez, par exemple, des questions du surtourisme. On a parlé du fly scam, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion qui a commencé avant le Covid. Et moi, il me semble quand même que de manière significative, même si ça ne fait pas la révolution du jour au lendemain, mais on sait que toutes les évolutions, elles reposent d'abord sur... une avant-garde de quelque nature qu'elle soit, hein, mais il y a toujours des gens... Vous voyez, moi je me souviens dans les années 80, je cite toujours cet exemple, moi j'allais en Allemagne, les Allemands triaient les déchets, moi je les regardais avec un truc en me disant « Oh là là, mais c'est incroyable, ils trient les déchets, on n'y arrivera jamais en France, aujourd'hui ça paraît normal de trier les déchets ». Je prends cet exemple assez simple parce que je pense que dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de circonstances, eh bien, il y a une avant-garde qui montre les choses. Et cette idée de « j'ai un autre comportement dans mon quotidien », elle progresse énormément. Et par rapport au voyage, moi je vois des gens, y compris dans des fonctions de responsabilité, qui ont peu de temps, qui ont renoncé à prendre l'avion dès qu'ils peuvent avoir une alternative autre que l'avion. Et je pense que ces évolutions, elles ne sont pas négligeables et ça me paraît quelque chose d'important. Et si on prend ensuite des destinations locales comme les nôtres, enfin des territoires comme les nôtres, par exemple à Bordeaux, en fin de compte, on est sur 80% de touristes français, 20% de touristes étrangers. Donc déjà, on a une relation, j'allais dire, à l'offre qu'on propose et au tourisme et à son développement, certainement différente que des destinations comme Paris, par exemple, qui sont extrêmement dépendants de la clientèle étrangère et qui, du coup, ont eu un contre-coup très fort. Et dernier point sur lequel j'avais envie de réagir, c'est sur la question du surtourisme. Si le surtourisme est une réalité incontestable à certains endroits, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits quand même. Et parfois, quand on a parlé de surtourisme, je prends un exemple, le Mont-Saint-Michel, la plupart des touristes du Mont-Saint-Michel sont français. Donc la question du surtourisme ne vient pas nécessairement de la nationalité du visiteur. Je pense que c'est important dans les questions liées aux problématiques des transports, justement. Mais quand on veut réguler le tourisme sur un endroit comme le Mont-Saint-Michel, il faut aussi s'intéresser à la manière dont on va le réguler vis-à-vis d'une clientèle nationale. Et ça, je pense que ça nous fait réfléchir un peu différemment parce qu'on stigmatise tellement les visiteurs étrangers qu'on en oublie de penser que la problématique ne les concerne pas uniquement. Est-ce que je peux juste réagir très rapidement par rapport à cela? Vous avez tout à fait d'accord, je vous suis entièrement. Et c'est vrai qu'il y a des changements au niveau de la façon dont les uns et les autres nous réagissons. Cela dit, là où je vois peu de changements, c'est au niveau des réelles mesures en termes de régulation au niveau des territoires. Il ne s'agit pas de discuter ici d'où vient le surtourisme, ni de quoi nous parlons, puisqu'on sait très bien que nous avons affaire à des mesures qui sont totalement subjectives et qui signifient ceci ici et totalement autre chose ailleurs. Ce qui est très important, c'est de comprendre comment finalement les territoires aujourd'hui réagissent par rapport à ce surtourisme et si on peut accepter dans certains contextes qui sont effectivement très marqués par le tourisme, d'oser parler de décroissance touristique. J'ai le sentiment que personne n'ose le faire, tout le monde cherche à trouver des moyens pour que finalement on arrive à avoir le même nombre de touristes, mais éventuellement des touristes qui se comportent mieux en renvoyant donc la responsabilité du côté des touristes. Je généralise, évidemment, et je sais qu'à Bordeaux, les choses sont différentes. On va pouvoir aborder, resserrer la focale sur l'action politique et puis également sur l'activité, ce que vous observez de par votre fonction, Marion Oudneau-Piton, donc au Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine. En effet, c'est vrai que les choses ne vont peut-être pas aussi vite et comme vous l'avez très bien dit, ces préoccupations environnementales, elles sont tirées par une élite.
et qu'on espère que ça va permettre, c'est toute la société qui mûrit. Alors vous observez, de là où vous êtes Marion, que les professionnels du tourisme ont quand même pris certaines choses à bras-le-corps, mais que pour autant ça n'est pas beaucoup médiatisé. Or, il y a des choses très concrètes qui se font. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, moi j'aime bien aussi nuancer parce qu'on met un peu beaucoup la focale sur la demande, mais en fait du côté des professionnels du tourisme, on n'en parle jamais assez. On a tendance à mettre la focale sur les effets néfastes du tourisme sur nos territoires, mais les professionnels du tourisme, ça fait longtemps quand même qu'ils mettent en place tout un tas d'actions au sein de leurs établissements, et ça on n'en parle pas tellement. Je trouve, et eux-mêmes en fait n'en parlent pas, mais ils sont tous concernés par les gestions énergétiques, par la gestion des flux, par la gestion des biodéchets dans les restaurants et aussi dans les campings. Mais la problématique, ils sont rapidement confrontés en fait par des problématiques de territoire, où s'ils veulent aller plus loin, il faut que la collectivité en fait mette aussi en œuvre la récupération des biodéchets, par exemple sur l'île d'Oléron. Tous les campings sont impliqués, mais il va y avoir une problématique après au niveau de la collectivité. Donc en fait, ils peuvent pas être tout seuls en fait pour trouver des solutions. Ils doivent être plusieurs. Je vais avoir d'autres exemples dans les hôtels. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des savons individuels, dans les chambres. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui collectent ces savons pour en refaire en fait des pains de savon et pour les redistribuer, dans la chaîne. Et donc on a plein d'exemples comme ça. Pareil sur la mobilité, ça ce sont des vrais sujets. Tout ce qui est déplacement, Brigitte le disait par rapport au Mont-Saint-Michel, mais c'est aussi des infrastructures. Ça veut dire aussi des solutions pour aller d'un point A à un point B. Alors c'est très facile pour aller de Paris à La Rochelle, à Biarritz ou à Bordeaux, parce que du coup on arrive dans la ville, on peut visiter, mais il y a des vraies problématiques sur des villes de seconde zone, oui. Où on va avoir 10, 15 ou 20 km encore à parcourir. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions ? Donc ça, du coup, il y a des liens avec l'intermodalité à trouver qu'on n'a pas complètement. Et du coup, ce qui fait écho aussi, c'est que nous, dans le Tourisme Lab, on va accompagner ces entreprises pour trouver des solutions. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est d'aller aussi chercher dans d'autres secteurs d'activité, donc notamment sur la mobilité, ce qui se fait au niveau de la logistique, dans les smart cities, pour le dupliquer au tourisme. Donc on essaie de toujours trouver comme ça des parallèles. Donc oui, il y en a plein, en tout cas des bonnes actions. On pourrait aussi citer le fait que la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, donc il y a tous les établissements hôteliers, en tout cas d'hébergement, il y a un écolabel européen. On est la première région d'écolabellisée. Donc ça veut dire que ce sont des acteurs qui sont engagés dans la gestion interne et environnementale des ressources. Donc la question des achats responsables, mais aussi du coup des boutiques. Ça, c'est un vrai sujet. Ce sont des produits aujourd'hui parfois made in China, mais quand on est engagé dans cette démarche, il faut qu'il y ait 60 ou 70% des produits qui viennent d'un périmètre vraiment très restreint. Et parfois, quand on est à Lascaux, Bordeaux, c'est déjà trop loin. Donc, et la question énergétique aussi. La gestion de l'énergie sur le site est aussi primordiale, parce que ça passe par là aussi, par les mobil-homes autonomes, par exemple. On a de plus en plus de projets sur quand on va reconstruire des hébergements touristiques. Ils vont se poser la question de la durabilité, et donc du coup des matériaux durables. Donc là, on va se retourner vers d'autres acteurs vers lesquels on n'a pas forcément l'habitude de s'adresser. Voilà. Et quid de la compensation carbone ? Vous me parliez de l'ASCO quand on avait préparé cette émission. C'est pas suffisamment encore pensé, fait, parce que vous travaillez beaucoup du côté de l'innovation pour proposer aussi des modèles qui vont faire évoluer les choses. Oui, je vous avais parlé de l'ASCO parce qu'on a organisé un événement sur la transition environnementale des grands sites touristiques en Nouvelle-Aquitaine. Et oui, la compensation carbone, en tout cas, c'est des sujets d'avenir où aujourd'hui, on n'a pas forcément de solution. Donc oui, les acteurs du tourisme vont faire des bilans carbone. Ça, ils sont habitués. Ils sont aussi impliqués dans des stratégies RSE. Enfin, on a des très bons exemples. Mais par exemple, pour vraiment compenser la visite, par exemple, d'un site touristique localement, ça, on n'a pas encore les solutions. Donc on y travaille, mais c'est vrai que ce sera des solutions demain quand on va visiter un site de visite, se dire voilà mon empreinte carbone quand je visite un site dans lequel on utilise de l'énergie, où il y a des guides, où il y a
et un bâtiment, et comment du coup à la fin de la visite je vais la compenser localement. C'est vrai qu'on a très peu d'exemples aujourd'hui, mais il y a des solutions qui commencent à arriver et qu'on commence à tester justement avec des crédits carbone. Donc oui, ça c'est aussi l'avenir. On doit, en tout cas nous dans le tourisme lab, on doit aussi s'engager comme ça sur en tout cas des solutions qui répondent à des vraies problématiques, à la fois pour la demande, mais aussi du côté des acteurs du tourisme qui cherchent aussi à expérimenter ce genre de solutions. On a évoqué la question politique tout à l'heure avec vous et on va maintenant reprendre ce sujet puisque Bordeaux Métropole s'est armé d'une feuille de route avec 4 axes stratégiques pour une activité touristique et événementielle soutenable et pour accompagner donc une offre de tourisme durable. Brigitte Bloch, j'aimerais que vous puissiez nous en parler. Quels sont les points forts que vous pouvez partager avec nous et qui vont venir participer à cet objectif donc, de durabilité. Alors, ce qui me frappe, c'est souvent quand on interroge les gens, il y a une étude qui a été faite par le comité régional du tourisme sur la relation des gens justement au tourisme durable. Dans beaucoup de cas, quand on parle de tourisme durable, les gens répondent la campagne. Alors moi qui suis responsable en ville, vous imaginez que ça me désespère parce que s'il fallait, pour faire du tourisme durable, aller exclusivement à la campagne, alors nous on pourrait fermer tout de suite. Donc en fin de compte, l'idée d'une stratégie pour faire de Bordeaux une destination reconnue du tourisme responsable, c'est de se dire comment une ville peut devenir aussi une destination de tourisme responsable. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on a développé cette réflexion. On a mené 1 an de travail en mélangeant à la fois des habitants, des élus, des professionnels du tourisme, dans des forums, des groupes de travail. Et on a donc accouché de cette feuille de route avec 4 axes et 32 propositions très concrètes. Et quelque part, le premier point qui nous semblait important, et Marion l'évoquait, mais c'est d'accompagner les professionnels dans leur transition. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'envie, d'engagement, mais il y a à certains moments des solutions à trouver. Si je reprends l'exemple des déchets, ben oui, beaucoup d'hôtels sont engagés, collectent, etc. Mais on se rend compte qu'à l'échelle d'une métropole comme la métropole de Bordeaux, il y a encore besoin d'accompagnement pour savoir justement comment on les aide à collecter l'ensemble, quelles solutions on peut trouver sur des biodéchets, quelles solutions particulières pour les bouteilles, comment ils peuvent avoir des produits bio au petit déjeuner, enfin bio et de proximité et ou de proximité pour les petits déjeuners. Il y a énormément d'éléments et on essaie de proposer par exemple aux hébergeurs un accompagnement pour se labelliser, alors choisir aussi quelle étape ils veulent franchir, parce tout à l'heure Marion parlait de l'écolabel européen. L'écolabel européen, c'est un très beau label, mais c'est une marche haute. Donc on accompagne aussi les professionnels à franchir des marches au fur et à mesure de leurs possibilités. Donc ça, c'est un point majeur, c'est-à-dire de faire qu'en fin de compte, quand un visiteur vient à Bordeaux, eh bien, même s'il n'a pas une démarche responsable, j'allais dire, très structurée dans sa tête, eh bien, quelque part, qu'il fasse du tourisme responsable, même s'il ne le sait pas, parce qu'il ira dans des équipements ou dans des lieux qui auront fait cet effort. Ça ne veut pas dire qu'on veut le faire discrètement et sans le savoir, hein. Ça veut dire que on ne veut pas s'adresser qu'à la minorité des gens qui feraient consciemment une recherche de tourisme responsable. On veut s'adresser à tous en faisant que l'offre soit elle-même conçue de manière responsable et du coup, eh bien, tous les gens qui viendront à Bordeaux, ils réduiront leur impact environnemental. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément concerne le tourisme de proximité, le deuxième axe, objectif. Alors, tourisme de proximité, j'allais dire au sens quand même relativement large, hein. La proximité, c'est 2 heures, hein. Ça ne veut pas dire juste l'entre-soi absolu, ça veut dire que à 2 heures de Bordeaux, on a beaucoup de gens qui peuvent avoir envie de venir. Quelle offre on leur propose, comment on valorise mieux aussi la diversité de l'offre du territoire, parce que dans le débat qu'on avait tout à l'heure un petit peu en introduction sur l'effet négatif et positif du tourisme au niveau de l'emploi, le tourisme c'est aussi positif pour sauver des villages, hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où quand il y a un gîte, eh bien, on peut maintenir la boulangerie
pour certains habitants. Donc je pense qu'il faut vraiment imaginer ça dans une vision, et même à l'échelle d'une métropole, on peut imaginer de valoriser même des lieux qui ne viennent pas à l'esprit immédiatement. Évidemment, c'est sûr que quand vous venez des États-Unis, dans la plupart du temps, quand vous visitez l'Europe, vous voulez voir les points forts de l'Europe. Mais plus vous vous rapprochez, plus vous avez des gens qui ont l'habitude de venir, plus ils vont être curieux d'une expérience à vivre, de quelque chose à faire. Et donc, du coup, on a beaucoup de choses à proposer dans une métropole comme Bordeaux. Donc ça, c'était bien sûr notre deuxième volonté. Toujours dans l'idée de la durabilité et de l'accessibilité, il y a bien sûr tous les publics auxquels on veut s'adresser. Diversifier, rendre plus accessible l'offre touristique. Et enfin, et ça n'est pas des moindres, dans tout ce qui concerne le tourisme professionnel, veiller à ce que cette part de tourisme dont on a évoqué l'impact environnemental, eh bien, elle le réduise au maximum. Et quelque part, on est aidé parce que les entreprises, elles ont dû s'engager avant, j'allais dire, le grand public sur la RSE. Et donc, cette prise de conscience, elle a quelque part forcé l'industrie touristique à s'engager, elle aussi, dans la réduction de son impact. Et donc, on a de plus en plus maintenant, quand des professionnels cherchent un lieu pour faire un congrès ou une manifestation, eh bien, ils vont avoir des exigences fortes en matière d'engagement de la destination, de récupération et de réutilisation, par exemple des stands, des produits, de tout ce qui est fait sur place. Et si je prends l'exemple, dernièrement, on vient de terminer le week-end de la fête du vin à Bordeaux. Eh bien, l'ensemble des pavillons qui étaient en bois, le bois va être récupéré, réutilisé. On avait toute une stratégie de gestion des déchets et de réduction aussi de production de déchets, puisqu'on n'avait que des matériaux compostables, etc., etc. Je pense que c'est cet ensemble qui peut permettre de faire qu'une destination prend un autre tournant. Marion évoquait aussi la question de la mobilité. On est très attaché à ça. Bien sûr avec le développement des transports en commun, mais aussi en réfléchissant à la manière dont on va pouvoir faire qu'on puisse aller quelque part aussi en vélo. Vous voyez, trouver des solutions. On travaille avec la Bulle Verte, qui est une entreprise locale qui développe des stations vélo. Vous pouvez vous brancher votre voiture électrique, pendant ce temps vous prenez un vélo, mais comment on va pouvoir aller d'un endroit à l'autre avec ces stations vélo et trouver des moyens de permettre aux gens de faire du tourisme sans voiture. Merci à toutes les trois. C'est le mot de la fin avec Sandrine Martinez, directrice générale de la Tribune. Je te laisse même mon micro. Bonjour à tous, merci de votre présence ici. Aujourd'hui, bien sûr, aussi en live, puisque je vous rappelle que nous avons été en direct sur latribune.fr, latribune-bordeaux.fr et leurs réseaux sociaux toute la matinée. Je souhaitais remercier les différents intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir prendre la parole aujourd'hui. Donc, je vois au premier rang Oscar, merci, qui est venu de Suède. Entre autres, le professeur Carlos Moreno, avec lequel nous avons co-construit ce forum. Remercier nos partenaires pour leur contribution à la bonne réalisation de cet événement. Donc Bordeaux Métropole, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Enedis, ICAD avec sa filiale Urbain des Bois, IDEX, Live in Living City, LP Promotion, Noud et Route des Lasers. Vous remercier, car la Tribune réalise des scores d'audience historiques depuis le début de l'année avec 3,8 millions de visiteurs uniques sur notre site internet en mars dernier, soit une croissance de 59%. Donc ces résultats sont très encourageants pour nous, car nous creusons l'écart avec Challenge et nous nous rapprochons du Figaro Echo. Donc merci à vous qui nous lisez chaque jour de plus en plus nombreux. Remercier les équipes La Tribune, les journalistes de la rédaction, Pierre Cheminade, Jean-Philippe Dejean, Géraldine Rabillet qui est à côté de moi, Maud et Stéphane en charge des partenariats, bien sûr Virginie sur la partie événementielle, merci à eux. Et puis enfin, puisque nous arrivons à la fin du premier semestre 2022, vous dire que le prochain semestre s'annonce dense pour la Tribune à Bordeaux avec 4 rendez-vous. La sortie de 2 nouvelles revues T. Donc en septembre, le sujet de l'habitat de demain sera traité, on l'a évoqué ce matin, donc il sera sur... il fera l'objet de la prochaine revue T. Et puis le 8 décembre, à l'occasion de la Journée mondiale du climat, le sujet donc du climat. Le 11 octobre, je vous donne rendez-vous au Palais de la Bourse
puisque se déroulera la 2e édition du sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Et nous échangerons sur les grands défis majeurs des filières aéronautiques et spatiales que sont l'innovation, la durabilité, l'international, avec des speakers de très haut niveau, à la fois régionaux, nationaux et internationaux. Et enfin, nous clôturerons l'année avec la nouvelle édition de cet événement qui s'appelle Transformons la France à Bordeaux, en partenariat avec l'Association des régions de France, qui se déroulera le 6 décembre et qui décryptera les grands enjeux de transformation au travers notamment des filières qui sont au cœur de la relance économique, au travers l'expérience et l'expertise de belles ETI de Nouvelle-Aquitaine, et puis cette problématique de la marque employeur avec tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc merci encore pour votre présence ici et à distance. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la newsletter quotidienne qui restituera entre autres ce très réussi Forum Zéro Carbone. Merci beaucoup et à très vite.